Que se passe-t-il avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran? Je ne mentionne aucun détail à ce sujet, mais je veux connaître ton point de vue. Que penses-tu de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec le cessez-le-feu et les difficultés qui l'entourent? Eh bien, il semble que ce soit l'administration Trump qui ait demandé un cessez-le-feu. Au départ, ils auraient apparemment proposé un cessez-le-feu de 45 jours. Mais les Iraniens n'étaient intéressés par aucun type de cessez-le-feu, car ils affirmaient depuis le début de cette guerre qu'ils voulaient une paix permanente et l'élimination des causes du conflit. Il est également compréhensible que les Iraniens, puisque cette guerre leur a été imposée, souhaitent tirer parti du fait que toute la nation s'est rassemblée derrière le gouvernement. Ils veulent profiter de ce moment non seulement pour éliminer les causes du conflit, mais aussi pour aborder le fait que l'Iran est harcelé par les puissances coloniales occidentales depuis plus de 120 ans. Et cela a empêché la société iranienne et son économie de se développer pleinement. Cela a également faussé le processus politique, car si votre pays est constamment assiégé, le pouvoir politique doit être plus répressif qu'il ne le serait normalement. Vous êtes sans cesse confronté à des ennemis internes et externes, des menaces pour votre société, des menaces de terreur, de sabotage, de renversement, de révolution de couleur, et ainsi de suite. Cela exige donc une certaine vigilance qui finit par entraîner des restrictions à la liberté. Et ces restrictions deviennent finalement des freins à l'initiative économique, à l'innovation, au développement, à la participation au commerce avec d'autres nations, etc. Car toutes ces choses peuvent devenir des ouvertures à une menace. Et donc ce moment pourrait être extrêmement important pour le gouvernement iranien. Ce qui explique pourquoi je pense qu'il ne peut pas reculer et ne peut pas permettre un retour au statu quo. Il est facile d'imaginer qu'un cessez-le-feu de 45 jours pour les Américains et les Israéliens serait une pause bienvenue. Cela leur permettrait de se regrouper, de se réarmer et de ramener davantage de leurs missiles intercepteurs et de tout ce dont ils ont besoin pour relancer leur attaque contre l'Iran. Mais ce n'est pas une bonne chose pour l'Iran. Il est donc évident pourquoi il serait réticent et pourquoi le camp américain serait pressé. Hier, j'ai écrit à ce sujet dans mon rapport. Alors que je rédigeais mon rapport et que j'examinais certains aspects particuliers de la situation, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait très peu de chances que ce cessez-le-feu tienne. Avant d'envoyer mon rapport, je suis allé sur X pour voir les derniers développements. Et déjà, environ 12 heures après l'annonce du cessez-le-feu, nous l'avons vu s'effondrer. Les Israéliens ont déclaré « Non, nous ne reconnaissons pas le cessez-le-feu en ce qui concerne le Liban ». Et ils ont lancé une vaste campagne de bombardement contre Beyrouth. Les Américains ont commencé à tergiverser, disant des choses comme « Non, ce ne sont pas les 10 points iraniens, ce sont nos 15 points. » Ou encore « Personne n'a jamais mentionné le Liban. Nous ne savons pas de quoi parlent les Iraniens. » Et ainsi de suite. Nous verrons bien ce qui se passera. Mais je pense que ce cessez-le-feu est extrêmement fragile. Nous savons que les Américains sont largement incapables de respecter leurs accords, qu'ils rompent tout engagement dès que cela devient opportun pour eux. Ne parlons même pas d'Israël. Ils font simplement ce qu'ils veulent. Peu importe ce que les autres en pensent. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. En ce moment, si l'on suit l'actualité au jour le jour, on pourrait croire que ce conflit concerne le programme nucléaire de l'Iran, ses missiles balistiques, le régime répressif des religieux fanatiques à Téhéran, ainsi que la liberté des femmes et des filles en Iran, et toutes ces choses.
girls in Israel, in Iran, and all these things. But it really is not. These are all just simply pretexts. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Tout cela n'est qu'un ensemble de prétextes. La cause fondamentale du conflit nous ramène à la géopolitique de l'Empire et à son impératif de dominer le continent eurasien. Depuis des décennies, l'Iran constitue l'un des principaux obstacles à l'hégémonie de l'Empire sur l'Asie occidentale. Il salive donc à l'idée d'un changement de régime, installer un gouvernement fantoche à Téhéran, comme ils l'ont fait dans d'autres pays arabes, afin que la richesse de l'Iran devienne leur garantie. Il faut se rappeler que l'Iran est considéré comme la 5e ou la 6e nation la plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Il compte plus de 92 millions d'habitants, ce qui n'est pas négligeable, car toutes ces ressources ne vont pas s'extraire toutes seules. Il faut réduire en esclavage une grande partie de la population pour faire cela. Et vous savez, quand je dis réduire en esclavage, bien sûr en Occident, on parle de créer des emplois. Mais en général, ce ne sont pas des emplois très bien rémunérés. Et les pays colonisés sont rarement prospères ou riches. L'Iran est un élément majeur qui permet l'expansion de cette hégémonie vers d'autres parties du continent eurasiatique. C'est la raison fondamentale du désir occidental de changer le régime en Iran. Et cela ne changera pas. Peu importe si le gouvernement actuel en Iran abandonne son programme nucléaire, renonce à son programme de missiles, autorise toutes les femmes en Iran à ouvrir des comptes OnlyFans et à porter des mini-jupes. Même si l'Iran cédait sur tous ces points, cela ne changerait toujours pas la situation. Ils voudraient toujours un changement de régime, ou bien ils voudraient que le gouvernement se soumette complètement au diktat occidental. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, par exemple, si l'Iran voulait avoir un programme nucléaire pacifique pour produire de l'électricité, le gouvernement devrait attribuer ses contrats, disons, à Westinghouse. Ensuite, Westinghouse construirait les centrales nucléaires. Aucun problème. Sauf que chaque kilowattheure d'électricité nucléaire produit par Westinghouse coûterait 5 fois plus cher qu'une centrale similaire construite par les Chinois. C'est un fait. Mais cela n'a aucune importance. Vous savez, Westinghouse financerait la construction de ces centrales électriques grâce à des prêts contractés auprès de JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et d'autres institutions financières similaires. Cela signifierait que le remboursement de ces prêts proviendrait en fin de compte des poches du peuple iranien. Ainsi, le prix qu'il paye pour l'électricité, personne en Occident ne se soucie de savoir s'il est compétitif ou non, importe peu. Tant que la richesse de l'Iran est extraite vers l'ouest, vers la City de Londres ou Wall Street. C'est la cause ultime de la guerre, et cela nous ramène au slogan selon lequel toutes les guerres sont des guerres de banquiers. C'est littéralement la vérité. C'est le mécanisme d'incitation ultime derrière les guerres que nous voyons, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la Russie. Et dans un avenir proche, probablement, si l'Iran tombe, contre la Chine. Alex, lorsqu'il s'agit de se concentrer un peu sur les détails de ce qui se passe avec le cessez-le-feu, tu as mentionné qu'il y a actuellement plusieurs points négatifs. L'un d'eux concerne le cas du Liban. Et vous savez, au début, ils ont dit que le Liban allait faire partie de l'accord. Puis J.D. Vance, même J.D. Vance, hier, a déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu de la part des Iraniens. Mais en réalité, comme vous pouvez le voir, le New York Times a rapporté que le texte publié par le Premier ministre pakistanais avait été rédigé, géré et façonné par des personnes à Washington. Et ce n'est pas seulement à ce sujet. Il a mentionné dans ce tweet que cela incluait le Liban et d'autres endroits, pas seulement le Liban. Et que ça, n'est-ce pas?
Tu sais, il est écrit « Brouillon, message du Premier ministre pakistanais sur X ». Il a simplement copié-collé le même message qu'il a reçu de Washington. C'est incroyable. Tu vois, J.D. Vance essaye de... Enfin, je ne sais pas quelle est sa compréhension des négociations avec les Iraniens, car ils n'ont pas un bon passé en matière de négociation. Ils ont attaqué l'Iran 2 fois, tout en négociant avec eux, et maintenant, il essaye de faire la même chose. Comment vois-tu la manière dont ils essayent de défendre leur position avant que les négociations n'aient lieu au Pakistan? Eh bien, si je voulais faire preuve de charité envers l'administration Trump, ce qui, tu sais, n'est pas vraiment mon inclination depuis le 28 février, mais si je voulais être charitable, je pourrais dire qu'ils doivent présenter la situation d'une manière qui ne ressemble pas à une défaite stratégique. Ils doivent donc faire semblant d'imposer les conditions, de définir le cadre des négociations, de faire croire que les Iraniens ont accepté ce cessez-le-feu parce qu'ils le demandaient désespérément, et ainsi de suite. Parce que si ce que dit le Premier ministre pakistanais était vrai, cela rendrait évident que c'est l'inverse, que les États-Unis sont les demandeurs et que les Iraniens dictent les conditions. Et donc, J.D. Vance doit évidemment rester aligné sur la communication de l'administration, ce qui, malheureusement, montre assez clairement qu'ils sont en train de tromper le public. Mais, dans l'ensemble, je pense que cela abaisse les attentes de tout le monde concernant ces négociations. Je pense que les Iraniens, pour l'histoire, doivent faire tous les gestes de bonne volonté possibles pour montrer qu'ils veulent mettre fin aux hostilités, si tant est que ce soit possible. Ainsi, lorsque l'histoire de cet épisode sera écrite, personne ne pourra dire « Non, en réalité, les Iraniens voulaient la guerre. Ils étaient favorables à la guerre. Ils étaient complètement fermés à toute initiative de paix. » Ils doivent aller au bout des négociations, jusqu'au point où la responsabilité du résultat pourra clairement être attribuée à leurs adversaires. Et alors, le conflit se poursuivra. Malheureusement, je pense qu'il se poursuivra, car l'Occident ne renoncera tout simplement pas à son rêve d'hégémonie sur la région. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir, saboter et renverser le gouvernement iranien. Oui, je pense, Alex, que ce qui s'est passé, hier, nous avons appris que l'Iran allait lancer une attaque à la suite de cette frappe massive sur le Liban. Ils ont tué de nombreux civils, y compris des enfants. Mais l'Iran avait décidé d'attaquer la nuit dernière. Puis au dernier moment, ils ont choisi de ne pas aller jusqu'au bout, car ils veulent encore voir s'il est possible de résoudre les choses par la négociation avec les États-Unis, avec J.D. Vance. Ne penses-tu pas que J.D. Vance a tout à perdre dans cette partie? Il tient une main perdante en ce moment. Il n'a pas l'opportunité de 2028, mais il pourrait y remédier. Il pourrait changer le cours des choses, tout changer pour son avenir. Et comment vois-tu J.D. Vance en tant que vice-président des États-Unis? Allons-nous voir, comme notre ami John Helmer l'a dit, la faction chrétienne exercer d'une manière ou d'une autre une certaine influence sur la faction juive à Washington? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas de grandes attentes. Vous savez, J.D. Vance nous a été présenté comme le bon gars de l'administration Trump. Il a prononcé de très beaux discours, notamment sur des valeurs comme la liberté d'expression, et il a réprimandé des dirigeants européens pour avoir porté atteinte aux droits civiques et à la libre expression, et ainsi de suite. Tout cela semblait très bien, mais il faut reconnaître que les États-Unis constituent une faction chrétienne. Le pays tout entier est une faction chrétienne. Néanmoins, ils se sont révélés complètement soumis au projet sioniste, et il ne semble pas exister de faction politique suffisamment forte pour vraiment affirmer le principe de l'Amérique d'abord.
Quand les choses se corsent, c'est toujours Israël d'abord. And when push comes to shove, it's always Israel first. I was quite shocked a few weeks ago. I was watching. J'ai été assez choqué il y a quelques semaines. Je regardais une vidéo sur YouTube, ou peut-être sur une autre plateforme de médias sociaux, où un journaliste indépendant est allé au Congrès américain, a parcouru les couloirs et a demandé au hasard aux membres du Congrès et à leurs collaborateurs « l'Amérique d'abord » ou « Israël d'abord ». Et pas un seul d'entre eux n'a répondu « l'Amérique d'abord ». L'un d'eux a même dit « Israël d'abord ». Mais aucun n'a voulu dire, sans équivoque, « l'Amérique d'abord ». Je veux dire, ils sont censés être les représentants du peuple américain. Mais il semble qu'il y ait une telle crainte d'Israël, de l'AIPAC, des intérêts israéliens au Capitole, que personne n'ose même dire l'Amérique d'abord. Et ensuite, on voit que lorsque Benjamin Netanyahu vient au Congrès américain et prononce un discours, peu importe même ce qu'il dit. Ils lui offrent tous une centaine d'ovations debout. C'est en fait assez surprenant. Et je ne pense pas que J.D. Vance y échappe d'une quelconque manière. Je ne vois pas comment ce projet sioniste peut échouer, sauf par la force, en étant détruit par des moyens militaires. Et je pense que la seule force militaire capable de le faire, c'est l'Iran. Vous savez, nous allons le découvrir, car je pense que l'Iran n'a pas encore abattu toutes ses cartes, loin de là. Je pense que l'axe de la résistance a été ranimé. Il est aujourd'hui plus fort qu'il ne l'a été par le passé, et cette vague prend de l'ampleur. Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer, mais toutes ces atrocités commises par Israël ont un effet. Vous savez, il y a toujours une réaction à chaque action. Quand on pousse des gens désespérés suffisamment dans un coin, ils finissent par riposter. Et je pense que cela va arriver. Israël est un très petit pays. Il compte quoi? 8 ou 9 millions d'habitants, dont seulement environ la moitié sont juifs. Et il est entouré de centaines de millions de musulmans. Cela semble extrêmement mauvais. Et Israël dépend totalement, à 100%, de ses alliés occidentaux pour sa sécurité, les États-Unis, l'OTAN et la Grande-Bretagne. Nous voyons ces puissances se révéler être des tigres de papier. Je veux dire, l'avenir ne s'annonce pas bon pour Israël. Je ne vois aucune lumière au bout de ce tunnel. Si ce n'est, vous savez, un train qui arrive, une énorme catastrophe ferroviaire qui se dirige droit sur Israël. An oncoming train and a massive train wreck coming Israel's way.